poursuite de cette rêve sur la mobilité sociale avec cette deuxième table ronde sur le thème de la responsabilité partagée. Comment faire pour lutter contre ce déterminisme social? Comment relancer l'ascenseur social? Le diplôme à la française n'est-il pas un modèle complètement dépassé? Alors, autour de cette table en distanciel, malheureusement, Yvan Ricordeau, qui est secrétaire national de la CFDT, Aziz Seni, chef d'entreprise, coprésident de la commission Nouvelles Responsabilités Entrepreneuriales, Gilles Vermeau Desroches, directeur de développement durable chez Schneider Electric et président de la commission jeunesse du MEDEF, Sarah Pochon, professeure agrégée qui avait écrit un livre justement sur Henri IV, elle nous dira tout dans un instant, et puis Virginie Hollard, maître de conférence à l'Université Lumière de Lyon 2. Je vous salue tous. Ce que je vous propose, c'est que chacun va un peu exprimer son point de vue en disant qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et après on lancera la table ronde. J'ai peut-être commencé par vous, Aziz Seni, parce que vous avez écrit un livre, on se connaît depuis longtemps, un entrepreneur très médiatique, et vous avez écrit ce livre qui avait mis une espèce de jeté un pavé dans la mare, pardon, qui était l'ascenseur social était en panne, j'ai pris l'escalier. Bonjour Aziz. Bonjour à toutes et à tous. Oui. Merci Edwige. Effectivement, il y a 16 ans, quand j'ai écrit L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier, préfacé par Claude Bébéard. Je ne pensais pas que 16 ans plus tard, nous nous retrouverions ici à débattre de ce sujet, parce qu'effectivement, l'ascenseur social est toujours en panne. Et j'ai presque envie de dire, non sans humour, qu'il y a beaucoup de monde dans l'escalier. Alors bien sûr, l'entreprise, on en parle depuis ce matin, elle peut faire beaucoup de choses, mais elle a fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses, mais elle arrive en fin de course. Elle récupère des individus, des hommes, des femmes en fin de parcours, qui sont le produit d'un environnement. Et sur ce sujet-là, moi je vois deux choses, deux propositions sur lesquelles il faut absolument continuer à travailler. C'est le capital social qui est lié à l'environnement, au logement, et le capital culturel qui est lié à l'éducation. Quand on vit à Mantes-la-Jolie, comme j'ai vécu pendant 20 ans, vous n'avez pas, du fait de votre lieu d'habitation, vous n'avez pas accès aux mêmes services publics, à la même école, à la même formation. Et quand vous êtes dans ces écoles, vous n'avez pas le niveau d'éducation que vous pouvez retrouver à Versailles ou à Neuilly. Et je parle des zones urbaines, mais je pourrais aussi très bien parler des zones rurales. Donc on a deux leviers, c'est la mixité sociale par le logement et c'est l'augmentation du niveau éducatif, l'équité au sein de l'éducation nationale, avec toute une réflexion sur comment mieux rémunérer, mieux valoriser les bataillons de la République qui voudraient bien, sur le volontariat, aller aider ceux qui en ont le plus besoin. Encore une fois, je ne focalise pas que sur les zones urbaines, il y a aussi les zones rurales, parce que quand vous êtes dans un petit village et que vous êtes obligé de faire 30 km pour aller au collège et au lycée, forcément, ça ne vous aide pas tous les jours à prendre cet ascenseur social. Oui, juste, Aziz Seni, ce qui est quand même impressionnant, c'est de dire que depuis ce livre, donc encore une fois, qui avait fait beaucoup de bruit, ça fait 16 ans, vous l'avez rappelé, et que les choses finalement n'ont pas du tout bougé. Je ne sais pas si elles ont reculé, on espère que non, mais en tous les cas, cette mobilité sociale, elle est toujours bloquée dans l'escalier, comme vous l'avez dit. C'est fou. C'est fou, et c'est vrai qu'à l'instar du rêve américain, on n'a pas réussi à construire un rêve français. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a vu ce matin, vous l'avez à travers cette étude démontré, et vous en avez débattu, c'est qu'il y a des inquiétudes. Le rêve américain, c'est une légende, hein, bien évidemment, mais il y a un rêve français à construire, celui qui pourrait se dire que collectivement, notre avenir pourrait être meilleur. On est le premier pays consommateur en matière d'antidépresseurs. On a une reproduction sociale qui est extrêmement importante. Les études de l'Institut Montaigne ou d'autres, quand vous avez effectivement des chiffres mis en vitrine comme ça, 50% des fils d'énarques qui sont énarques et 62% des enfants d'ouvriers qui deviennent ouvriers à leur tour, ce n'est pas le fait de l'entreprise, c'est le fait de tout le service public qui a pu être mis en œuvre en amont, depuis le logement, en passant par le parcours scolaire, qui fait que on a ce produit et ce résultat à l'arrivée. Et c'est vraiment un sentiment d'injustice à l'arrivée. Donc il faut remettre un petit peu d'équité pour que vraiment le travail et le mérite soient la clé de la réussite et de l'ascenseur social, parce que sinon on va être de plus en plus nombreux dans l'escalier et forcément ça va générer des mécontentements. Alors on va regarder, merci Aziz Seni, on va débattre ensuite. Je poursuis ce tour de table avec Sarah Pochon, parce que c'est un peu l'inverse là. Eux ils ont pris une fusée, c'est ceux qui sont passés par le lycée Henri IV. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes anthropologue en quelque sorte de l'Élysée française. Vous avez publié Derrière la grande porte
une année à Henri IV et vous avez fait une mission d'exploration au sein de ces têtes brillantes, jeunes têtes brillantes du lycée Henri IV. Qu'est-ce qui vous a frappé, surtout si on dépasse peut-être cet exemple-là, sur l'anthropologie de l'élitisme à la française? Est-ce que c'est complètement dépassé comme modèle? Sarah Pochon, vous êtes avec nous? Peut-être qu'il faut vous appuyer sur votre micro. Il faut appuyer sur le micro, vous voyez, c'est un petit micro. Et peut-être tourner votre caméra, parce que là, on vous voit en travers. Vous me direz, c'est peut-être la barrière, le blocage. Ça y est, on vous a retrouvé dans le bon sens. Et est-ce que maintenant, vous pouvez mettre votre micro? Il faut appuyer sur, vous voyez, il y a un petit micro, il y a une petite barre dessus, vous appuyez dessus. Bon, écoutez, sinon, on vous laisse, on reviendra sur l'été à la française. Je vais passer la parole à Yvan Ricordeau, qui est donc secrétaire national de la CFDT. Vous, par rapport à tout ce que vous avez entendu, par rapport à cette responsabilité partagée, par rapport au rôle des chefs d'entreprise, des DRH, comment est-ce que vous, à la CFDT, vous réfléchissez beaucoup sur ces questions? Vous répondez quoi? Bonjour, merci pour votre invitation. Je pense qu'effectivement, si la question de la mobilité sociale ou de l'ascenseur social était une problématique qui a été posée il y a déjà de nombreuses années, comme le précédent intervenant l'a rappelé, pour la CFDT, c'est clair que c'est un enjeu dans la période à venir qui va être encore plus crucial. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Pour revenir un peu sur quelques expressions au cours de la matinée, je comprends assez bien le pessimisme des 73% de Français sur la question de la mobilité sociale, corrélée à des réalités qui sont beaucoup plus positives quand on interroge les situations dans les entreprises. C'est un peu la dichotomie que vous avez située ce matin. Je pense qu'il y a trois problématiques qui se posent en même temps. La première, ça a été dit dans la première partie de votre matinée, c'est il y a deux blocs de rigidité à l'extrême entre les élites et puis les personnes qui sont bloquées tout en bas des réalités sociales, donc ça a déjà été dit. Il y a une vraie question qui se pose, et Aziz Senil l'a dit à l'instant, autour des questions d'éducation, même si tout n'est pas centré là-dessus, mais je pense qu'il y a effectivement, sur le niveau de l'éducation et sur la question des inégalités à travers les parcours éducatifs, je crois que c'est une deuxième réalité. Et la troisième réalité, je pense que c'est aussi là-dessus, en tant que syndicaliste, qu'on est beaucoup interrogé, c'est qu'il y a une crainte majeure des salariés aujourd'hui sur la question de la déqualification des emplois. Il y a une aspiration collective à aller vers des good jobs, tel que c'est très bien dit dans la terminologie anglaise, c'est un peu plus compliqué de le traduire en français, des emplois de qualité. Mais il y a beaucoup d'aspirations par rapport à ça. Or, on voit dans le monde de l'entreprise beaucoup de pression par rapport à ce qui peut se passer, y compris sur des questions de réalité de concurrence internationale, sur lesquelles il y a une tendance à un risque de déqualification des emplois, quoi, je crois. Donc, du coup, il y a une tension qui s'exprime là-dessus. Donc, une crainte par rapport au système éducatif pour que le futur des formés soit moins bien que ce qui se passait dans les générations précédentes, et une crainte dans la réalité de l'entreprise pour que l'avenir professionnel soit plus facteur de crainte que d'opportunité. Donc, je pense que c'est ces tensions-là qui expriment le fait que pour sa situation à soi, il y a peut-être quelques garanties sur les choses se passent plutôt bien, on l'a vu dans la précédente table ronde, mais dans le fonctionnement de la société, il y a beaucoup de warnings qui sont allumés sur la question de la mobilité sociale. Et donc, de ce point de vue-là, au niveau de la CFDT, moi, je mets juste trois thèmes qu'on a beaucoup identifiés et qu'on essaye de pousser, y compris dans des discussions paritaires dans la période, parce qu'il y a des discussions et des négociations entre les organisations patronales et syndicales actuellement sur ces enjeux-là. Je pense qu'il y a une tendance qui est plutôt bonne sur l'alternance et sur l'apprentissage, mais sur lequel il faut qu'on s'appuie sur cette tendance plutôt bonne pour aller plus loin. Je pense qu'il y a des gros enjeux sur l'adaptation des certifications et des diplômes grâce à la montée en charge de l'apprentissage qui permettrait d'aller au bout de ce changement-là. Je pense qu'il y a un deuxième élément qui me semble fondamental, qui est au cœur de la deuxième table ronde. C'est que historiquement, je pense que dans le monde de l'entreprise, il y a un mauvais match entre les diplômes et les compétences des salariés. C'est-à-dire le match entre ce qui est nécessaire pour un employeur en termes de montée en compétences spécifiques dans l'entreprise au vu du poste de travail. Donc il y a une vraie réalité de ce point de vue-là. Et en même temps, de permettre l'évolutivité ou la mobilité des salariés
qui oblige à dépasser le cadre de l'entreprise et à aller chercher des qualifications qui sont reconnues, notamment dans le système éducatif. Et historiquement, le monde de l'entreprise a plutôt opposé ces deux réalités-là. Et je pense que l'un des grands enjeux, c'est de faire en sorte de comment on réorganise un peu le mariage entre ce qui est qualification, diplôme et compétences dans l'entreprise. Je pense qu'il y a un enjeu stratégique, une responsabilité des partenaires sociaux là-dessus. Puis, dernier point, mais je fais le pont avec la table ronde précédente, mais ça me semble être, quand on parle d'emploi de qualité, un enjeu un peu fondamental, c'est la question de la meilleure organisation des transitions professionnelles. Il y a beaucoup de choses se jouent, je l'ai dit tout à l'heure, entre la qualification des jeunes pour arriver dans le monde de l'entreprise, mais quand on est dans l'entreprise, il y a la question de comment on donne plus de sécurité pour évoluer avec le moins de risques possible, pour éviter de passer par la case licenciement systématiquement, pour le dire de façon un peu plus directe. Et de ce point de vue-là, les partenaires sociaux ont commencé à mettre dans le paysage des innovations. Et je pense que c'est autour de ça qu'il faut qu'on travaille dans la période à venir. On a inventé un accompagnement des salariés en termes de conseil, le conseil en évolution professionnelle, pour justement bien situer les salariés dans leur environnement. On vient d'inventer le dispositif des transitions collectives. Et c'est pas pour rien que les premières entreprises qui s'en sont saisies, c'est ceux qui étaient dans la première table ronde, c'est-à-dire le monde du sanitaire et du social et le monde de la grande distribution, pour faire en sorte de regarder comment se passe la mobilité entre les deux salariés. Je pense qu'il y a un grand champ d'innovation à aller sur la question des transitions professionnelles. Oui. Yvan Recordo, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. D'abord, vous avez vu, là, vous avez aussi une responsabilité, vous, en tant que syndicaliste. C'est les chiffres de Kantar qui montrent que ce soit sur le compte personnel de formation, la nécessité d'avoir une formation. Les chiffres sont quand même assez mauvais. Enfin, c'est tout juste 51% des salariés français qui considèrent qu'ils peuvent avoir une formation. Et puis, sur ce compte personnel de formation, ils sont que 50% à l'utiliser, 36% ne l'utilisent pas. C'est quand même assez impressionnant, non ? Oui, pour mettre un bémol à l'analyse qui est portée, c'est jamais les salariés se sont autant saisis de leur droit à la formation professionnelle. Donc c'est pas ça bouge. Oui. C'est pas satisfaisant, mais la tendance à la façon dont les salariés se saisissent de leur compte personnel de formation, le fameux CPF, est quelque chose qui est dans une tendance d'une bonne croissance. C'est d'ailleurs dans une telle bonne croissance qu'on a un problème de financement de ce droit-là dans la période. Donc je pense que la réalité qui est derrière, et vous avez raison de ce point de vue-là, c'est que historiquement, la discussion entre les organisations patronales et les organisations salariales n'a pas été assez importante pour dire que c'est stratégique d'investir encore plus fortement dans la formation professionnelle. Si c'est ça la traduction du pourcentage, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord. Oui. Et je vais vous faire rebondir sur ce que vous appelez les good jobs avant de passer la parole à Gilles Vermaux-Desroches. Parce que les good jobs, enfin les jobs qualifiés, les jobs de qualité, c'est intéressant parce qu'il y a un rapport qui est en train d'être rendu au président de la République, qui est fait par le prix Nobel Jean Tirole et Olivier Blanchard, et qui montre qu'il y a un grand danger en France, que c'est tous ces good jobs, ces jobs de qualité, ils partent, ils s'en aillent. Et ça, pour vous, pour la CFDT, c'est un enjeu important ? C'est un enjeu stratégique, parce que si on se situe dans un avenir du salariat qui est de dire, grosso modo, les emplois les plus sûrs aujourd'hui, il y a deux risques. Il y a une fraction minime qui pourront être plus qualifiés demain, mais une fraction importante qui risque la déqualification. Je veux dire, en termes d'avenir social, de climat social dans notre pays, en termes de climat démocratique, y compris en termes d'opportunités économiques, je sais à qui je parle ce matin, personne ne peut être gagnant sur cette affaire-là. Et donc, je pense que l'enjeu qu'on a au vu de ce risque-là, c'est d'essayer de regarder comment on peut corréler l'enjeu d'investissement économique, d'attractivité économique et de mise en corrélation des compétences des salariés derrière. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire rempart au niveau économique et au niveau social au risque que vous exprimez. Merci Yvan Recordo. Gilles Vermaux-Desroches, je rappelle, vous êtes directeur du développement durable chez Schneider Electric et président de la commission jeunesse du MEDEF. Vous allez répondre à cette question sur le déterminisme, mais par rapport à ce problème de jobs de qualité, ces good jobs, est-ce que c'est un danger, un risque là aussi pour le MEDEF et pour vous ?
Non, merci beaucoup de cette table ronde, de me donner la parole. Pour moi, c'est pas un risque, c'est plutôt une opportunité. Encore faut-il la saisir. Vous avez cité des choses que je fais. Je suis aussi président d'une association dans laquelle il y a 1500 entreprises qui s'appelle Sans Chance, Sans Emploi. Et par exemple, justement, au moment où on fait cette table ronde à Rennes, cette association, avec une trentaine d'entreprises locales, est en train de rencontrer des jeunes qui ont souvent été sélectionnés par la mission locale. Elle est très dynamique à Rennes, s'appelle WeCare. Et la démarche, elle est d'entrer en relation avec ces jeunes, des acteurs du monde de l'entreprise, pour, dans un laps assez court, dans les 3 semaines, créer une cohorte de jeunes avec une démarche qui s'appelle Trust and Go, se redonner rendez-vous le 8 juillet pour des pitchs professionnels de ces jeunes, étant entendu que pendant ce temps-là, le mentorat qui va être effectué va permettre à chacun de peut-être préciser quel est le job qu'il a envie de faire et puis d'adapter cette envie à la réalité, c'est-à-dire tout ça passe par une relation humaine locale. Et puis au fond, faire le pitch. Moi, j'étais dernièrement à la même rencontre des acteurs qui avait lieu sur le bassin de Rueil-Nanterre Puteaux, pour s'apercevoir qu'à la fin, quand ces jeunes ont fait ce bout de chemin et ce pitch, on a des entrepreneurs qui disent on a fait un bout de chemin ensemble, on va les mentorer, on va les accompagner et on va aussi les embaucher. Moi, il me semble aujourd'hui qu'on est en face d'une question de société. On sait bien pourquoi l'ascenseur social va moins vite qu'avant, et moi aussi je connais Aziz depuis au moment où il a écrit son livre. Je vois bien s'il dit pour l'escalier, l'expérience de Sans Chance, Sans Emploi dans à peu près 45 bassins d'emploi montre exactement ça, c'est-à-dire le besoin d'un coup de main pour révéler les talents. Et moi, j'ai envie de dire sur le fait société, chacun d'entre nous, on a la définition qu'être citoyen, c'est d'aller voter. Enfin, pas chacun, puisqu'il n'y en a pas assez qui vont voter. Mais globalement, on devrait aussi travailler à ce que ça veut dire qu'accompagner un jeune pour chacun d'entre nous. Et tout le monde peut accompagner un jeune. Dans nos entreprises, c'est pas la question et l'apanage du DRH, même s'il doit se mobiliser comme le patron. Mais l'accompagnement de jeunes dans une usine, c'est aussi le transfert de compétences par un ouvrier qui est super content de pouvoir transmettre ce qu'il sait faire et d'apprendre en retour de ces jeunes. Moi, je crois qu'il y a 3 sujets dans notre démarche. Le premier sujet, c'est de fait celui du mentorat, celui qui devrait pousser chaque entreprise à réformer sa responsabilité sociale et à bien comprendre qu'accompagner des jeunes, on s'occupe de nous-mêmes. Le deuxième qui me paraît assez important, c'est qu'il est question de création de valeur. Et j'aurais envie de dire à chaque entreprise, mais aussi à chaque acteur associatif, privé, public, si vous le faites pas pour eux, faites-le pour vous. Je crois qu'on a toute une réflexion à avoir sur la nécessité de ne pas fragiliser les jeunes de la société, sur la nécessité de comprendre que la création de valeur passe par l'innovation et que depuis toujours, l'innovation est dans la tête d'un moins de 30 ans. Il y a besoin de la relation intergénérationnelle pour transformer cette innovation en création de valeur, en produits partagés, en nouvelles démarches de business. Mais il faut bien se mettre dans la tête qu'une entreprise, qu'un acteur qui n'inclurait pas de jeunes, qui ne construirait pas un paysage de diversité dans ses équipes pour être encore plus innovant, porte atteinte à sa création de valeur. Donc j'ai envie de dire, il y a du gagnant-gagnant qu'on ne sait plus exactement expliquer, qu'on voyait très bien au moment des 30 Glorieuses et qu'il est pourtant important de relancer. Et le dernier point, si je peux en terminer par là, quand dans nos entreprises, on est interrogé sur la responsabilité sociale de l'entreprise, on est interrogé toujours sur des belles questions. L'égalité professionnelle, le nombre de femmes dans les boards, la réduction des accidents du travail, etc. On n'est jamais interrogé sur l'engagement de l'entreprise pour accompagner, intégrer les jeunes et particulièrement faire des choix d'accompagner des jeunes plus vulnérables ou en tous les cas plus loin du marché de l'emploi. Donc moi, il me semble que de fait, l'ascenseur social, s'il n'est pas cassé, est ralenti. Je pense que ce blocage, qui est d'ailleurs moins grand que dans les pays du sud de l'Europe, que ce blocage est évidemment préjudiciable pour ces jeunes, mais aussi préjudiciable pour toute la société, parce que, pour prendre une formule qui permettra d'aller vite, c'est un peu Mozart qu'on assassine. Et nos sociétés, le pays France, mais aussi nos entreprises, ont besoin de cette création de valeur et ces innovations, probablement qu'en étant de cultures différentes, d'âges différents, on a là un effort à porter
évidemment pour eux, pour faire société tous ensemble, mais aussi pour nos entreprises dans la création de valeur. Merci Gilles Vermaudet, très intéressant. Je vais rebondir sur ce que vous avez fait. Une petite réaction rapide, Aziz Seni, sur ce que vient de dire Gilles Vermaudet-Roche, avant de passer la parole à Virginie Hollard. Aziz Seni, est-ce que la réponse, parce que j'ai bien aimé cette expression de belles questions, c'est vrai, on a des belles questions, c'est bien d'en parler, mais en même temps, il y a un moment où il faut rentrer dans l'efficacité, c'est ce que disait encore une fois Geoffroy Roux de Bézieux. L'efficacité, effectivement, le parcours et la solidarité entre générations, elle est importante. Il y a celui qui a fait le chemin, il y a celui qui veut faire le chemin, et il faut accompagner. L'ascenseur social est aujourd'hui en panne. Il y a du monde dans l'escalier. Il faut bien sûr compter sur le service public. Bien sûr, on parle souvent des difficultés de l'école, bien évidemment, mais n'oublions pas une chose, par exemple, ne serait-ce que le recrutement. Aujourd'hui, la première source de recrutement dans une entreprise, et en particulier dans les PME, c'est encore plus vrai. C'est pas Pôle emploi, c'est pas Cadre emploi, c'est la cooptation, c'est le réseau social. C'est ce que Bourdieu appelait le capital social. Si vous ne connaissez pas des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui vont vous dire qu'une entreprise recrute et qui peut prendre votre CV et le donner à la personne qui peut éventuellement donner sa décision, eh bien, c'est plus difficile pour vous. Et ce que fait Gilles et ce que font d'autres associations, et on le fait aussi au sein du MEDEF, c'est d'essayer de court-circuiter ce capital social qui est défaillant pour certains, en les aidant, simplement en tendant la main et en mettant en relation. Bien sûr, ça reste de la responsabilité du jeune ou du moins jeune, mais la mise en réseau, c'est quelque chose de très important. Certains naissent avec un carnet d'adresses et d'autres avec un carnet bien vide. C'est dommage que Sarah Pochon a un problème technique, donc elle sera pas, pour l'instant elle n'est pas avec nous, il y a toujours ce problème de micro qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est dommage parce qu'elle travaille bien. Ah, vous êtes de retour, voilà, et la lumière fut. Donc, Sarah Pochon, et après, je passerai la parole à Virginie Hollard. Sarah Pochon, vous avez entendu, donc vous, je rappelle, vous êtes l'exploratrice du lycée Henri IV, vous avez écrit donc ce livre, Derrière les portes. Vous avez entendu ce que vient de dire Gilles Vermaudet-Roche et Aziz Seni. Est-ce que ça corrobore un peu ce que vous avez vu ? Alors, d'abord, un grand merci à votre équipe technique, parce que, en effet, j'ai eu pas mal de difficultés entre les micros et les caméras, et j'espère que j'ai pas trop perturbé l'organisation. Vraiment désolée. Alors, ce que je peux dire sur l'enquête que j'ai menée et qui est parue récemment, Derrière la grande porte, une année Henri IV, aux éditions du Secours, je peux rebondir sur ce que Aziz Seni disait à propos de l'environnement scolaire, de l'environnement social, parce qu'on sait que les établissements et l'école offrent des contextes environnementaux et des contextes scolaires déjà au départ inégaux. Donc moi, ce que je montre à propos d'Henri IV, c'est pas une surprise, c'est que cet établissement est un établissement prestigieux, enraciné déjà dans un espace de vie singulier. Donc, il permet déjà aux lycéens, puisque je me suis vraiment attachée au niveau du secondaire, à comprendre un petit peu qui était là-bas et comment est-ce qu'on apprenait. Il offre à ces lycéens un environnement particulier qui exerce ce qu'on appelle un effet établissement en sociologie. C'est l'établissement qui va impacter la réussite scolaire des élèves, qui va impacter le climat scolaire des élèves et qui va impacter, on en parlait, l'efficacité scolaire. Donc ça, c'est un premier point, puisque du point de vue de la méritocratie, si on permet aux élèves alors, de vivre des classements pour réussir grâce à leurs efforts à se hisser à des très bonnes positions, en tout cas des meilleures positions sociales que celles de leurs parents, au départ, déjà, il y a des difficultés du point de vue des contextes et de l'offre scolaire qui est inégale, puisqu'au lycée Henri IV, pareil. On a une offre de formation qui est diversifiée, et c'est tant mieux, mais qui est différente de ce qui peut exister dans d'autres établissements, de la périphérie, des établissements plus ruraux. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, on parlait du capital social et de l'environnement social. Au lycée Henri IV et dans des établissements en général de centre-ville favorisés, c'est vrai que il y a aussi l'excellence qui est importée par les élèves, puisque les élèves à l'école subissent le contexte scolaire qui leur est imposé, mais il y a aussi un contexte scolaire qui est fabriqué par l'agrégation des individus qui sont ici, qui constituent de très bons élèves. Et on sait que la pression normative du groupe va avoir un impact sur l'ambition scolaire des élèves. Et on sait du point de vue sociologique que mettre tous les bons élèves ensemble et tous les, on va dire, les moins bons élèves ou ceux qui ont des difficultés ensemble, c'est pas en faveur des élèves qui ont déjà des difficultés et qui vont encore rencontrer d'autres difficultés. On sait que les classes de niveau, ça ne fonctionne pas. Donc,
collectivement sur cette question des responsabilités partagées. Il y a évidemment le rôle de l'école, le rôle de l'État à questionner. C'est ce que M. Geoffroy Roux de Bézieux disait en ouverture. Donc évidemment, il y a la responsabilité de l'école du point de vue du contexte scolaire, du contexte social, de ce school mix, on appelle la tonalité sociale qui est proposée dans les établissements scolaires. D'accord. Ouais. Je disais, je suivais votre pensée en me disant, tiens, ça va, vous faites le lien avec Virginie Hollard qui, elle, est à l'université. Donc, savoir comment on peut faire pour que la formation, justement, la formation universitaire puisse s'appliquer à l'entreprise. Souvent, on a dit qu'il y avait une espèce de césure entre les deux. Je rebondirai sur ce que vous avez dit dans un instant, Sarah Pochon, mais je voulais qu'on entende aussi donc Virginie Hollard, maître de conférence à l'université Lumière Paris 2. Et Virginie Hollard, vous êtes une spécialiste de l'histoire de la Rome antique sur le vote. Je ne vais pas vous demander, et pourtant j'en meurs d'envie, qu'est-ce que vous en pensez de ce vote sur les élections régionales, mais c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'université a ça, là pour le coup il y a une forme de responsabilité aussi parce que elle crée peut-être des blocages. Comment on pourrait améliorer le fonctionnement entre l'université, le déterminisme social et un job? Merci. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les interventions précédentes. Ouais. Et effectivement, l'université a un rôle. Alors, vous vous rappeliez que je travaille sur le vote dans la Rome antique et c'est pas totalement déconnecté des questions qui sont au centre de cette table ronde, parce que je pense qu'il faut penser l'université quand on réfléchit à ces questions-là. Attendez, il y a un petit problème technique parce qu'on vous entend, on entend un bruit un peu bizarre. Il faudrait remettre votre casque correctement, si vous voulez bien. Pourtant, il est bien... Voilà, parce qu'il a... Voilà. C'est bon? C'est bon pour vous, là? Et enlevez le fil sur le micro. Vous voyez, je fais tout, je suis aussi responsable technique. Voilà. C'est bon, parce que du coup, ça fait du bruit. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi. Non, du coup, on ne vous entend plus. Là, il y a un petit... Bon, écoutez, on va vous reprendre. Je pense qu'on va peut-être vous expliquer ce qu'il faut faire parce qu'on ne va peut-être pas faire ça en direct. Donc, on vous retrouve tout de suite, Virginie Hollard. Moi, j'avais une question, du coup. Alors, d'abord, Yvan Ricordo, à la CFDT, puisqu'on parle de formation, vous êtes quand même, je ne veux pas faire sans forfanterie, vous êtes quand même connu pour avoir des leaders, au pluriel, qui sont de très bonne qualité. Il y a une école de formation de syndicalistes à la CFDT ? Oui, bien sûr. Et la promotion sociale, ça se passe comment dans un grand syndicat comme le vôtre ? On a deux éléments pour traduire ce qu'on essaye de faire au niveau syndical par rapport à ce qu'on situe dans l'entreprise, mais c'est exactement le même ressort. On a une volonté d'accompagner au maximum l'ensemble de nos élus d'entreprise, donc qui sont maintenant des élus dans les CSE, et donc on a une offre de formation syndicale qui est répartie sur l'ensemble du territoire national et dans l'ensemble des branches professionnelles pour accompagner nos militants sur l'ensemble des problématiques syndicales qui se posent. Donc il y a une partie de la réalité qui est de cette nature-là. Et le deuxième élément, c'est on a aussi un accompagnement à la prise de responsabilité syndicale sur lesquelles il y a deux problématiques. C'est si vous voulez, on l'a pas appelé comme ça, mais la logique, c'est un peu, on a eu une école des cadres syndicaux pour faire en sorte que la montée en responsabilité s'accompagne aussi de décryptage de tout le contexte économique et social. Et donc, du coup, on accompagne tous nos responsables et on a débordé cette problématique-là parce qu'il est une chose de la formation, il est une autre chose de la prise en compte de tout ce que ça répercute sur la vie professionnelle. Et donc, de plus en plus, désormais, on accroche les questions de formation avec les questions de bilan de compétences en cours de mandat syndical et y compris d'un accompagnement en repositionnement après la responsabilité syndicale. Donc, on a effectivement un package de cette nature-là qui correspond à l'intérieur de l'organisation syndicale à ce qu'on essaye de construire dans le monde de l'entreprise. Merci Yvan Ricordo. On a retrouvé, je crois, Virginie Hollard. Donc c'est bon, vous nous entendez bien ? Oui, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Absolument, c'est impeccable. Donc je disais que vous étiez une spécialiste de l'histoire de la Rome antique sur le vote. Mais évidemment, là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on pourrait faire ce lien université, formation, lutter contre le déterminisme social. Et en même temps, je sais que ça peut parfois être un gros mot pour certains, mais qu'une formation de l'université conduise à un job dans une entreprise.
Oui, ça peut être d'autant quand on est effectivement dans des disciplines a priori pas tout à fait immédiatement reliées au monde de l'entreprise. Ouais. Mais juste, je disais que l'université est à vraiment penser comme lieu de formation et comme lieu de recherche. Et je crois qu'il est là aussi l'enjeu, c'est aussi de jamais déconnecter pour le monde universitaire les deux aspects. Aujourd'hui, l'université est vue, si on interroge globalement des gens sur l'université, le jugement porté sur l'université est rarement un jugement très positif. On le voit comme un lieu de formation essentiellement non sélectif qui voit arriver une quantité importante de bacheliers, quantité de plus en plus importante avec une hétérogénéité des niveaux, des filières, même si les filières disparaissent, mais voilà, le bac et puis en ce moment effectivement et peut-être encore plus est considéré de moins en moins comme un moment qui permettrait vraiment de préparer à l'enseignement supérieur. On voit l'université comme un espace où chacun est livré à lui-même sans vraiment savoir pourquoi il a choisi cette filière, même si certains étudiants sont assez déterminés, mais une majorité aussi peut ne pas l'être. Et donc, face à ça, une espèce d'état dans lequel ceux qui arrivent, les premières années universitaires sont toujours considérés comme des moments de survie un peu dans lequel, effectivement, on va plutôt reproduire les mécanismes sociaux plutôt que d'aider à lutter contre un déterminisme social. Donc, effectivement, on pourrait voir l'université comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est ce que je voulais éventuellement un peu présenter aujourd'hui, même si les données chiffrées actuelles montrent qu'effectivement il y a deux éléments importants pour la réussite à l'université, c'est l'origine sociale et la mention obtenue au bac, sachant que les deux se recouvrent quand même parfois, avec quand même pour l'origine sociale souvent finalement un rôle assez mineur à l'université parce que justement le choix s'est fait en amont et que les élèves venant des milieux sociaux les plus privilégiés ne choisissent pas l'université mais vont choisir la voie des classes préparatoires qui donnent accès aux grandes écoles. Et donc là, on a déjà quelque chose qui va tout de suite quand même enfermer l'université déjà dans une première difficulté. Alors effectivement, l'université a créé des dispositifs pour essayer quand même de répondre à ce déterminisme social et pour essayer tant bien que mal de lutter contre un échec massif au démarrage du cursus universitaire, donc en gros en première année. Ces dispositifs existent, c'est notamment les dispositifs dits du -3+3 qui sont là pour faire la passerelle entre les années lycée et le premier cycle universitaire, donc de la seconde à la L3. Il y a aussi des enseignements beaucoup plus tournés vers les compétences et ça je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Yvan Ricordeau sur la nécessité, et ça j'y crois très fortement, de réconcilier la question des diplômes et celle des compétences. L'université est encore assez frileuse là-dessus, de penser en termes de compétences et aussi effectivement d'insérer dans l'enseignement universitaire de vrais enseignements liés au monde professionnel. Ça commence à se faire, mais c'est encore marginal. Et je crois que c'est un des points qui pourrait quand même être un agent, on va dire, efficace pour activer une forme de mobilité sociale par l'enseignement universitaire. Et puis, je crois que l'ouverture sur la recherche est quand même aussi quelque chose à repenser dès l'arrivée à l'université. Tout de suite montrer aux étudiants qu'ils sont dans un espace d'enseignement et de recherche. Ouais. Et je crois que la mobilité sociale, c'est aussi être capable de sortir de ses habitudes de pensée, de penser les choses autrement, de discuter des certitudes. Et pour ça, rien ne vaut quand même la lecture et l'immersion très tôt dans le cursus d'un étudiant, dans des équipes de recherche, dans des journées d'études, dans des moments où on associe formation et recherche tout de suite dans la manière même de former dès la L1 les étudiants. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint un peu ce que vous dites, ce que disait Gilles Vermaux-Desroches tout à l'heure en disant on a besoin de jeunes parce que l'innovation, c'est ce qui est créateur de valeur et que souvent, les jeunes, ils ont une mentalité différente, ils sont source d'innovation. Et surtout, si on applique ce que vous dites, c'est-à-dire que de créer une formation entre le lien entre l'université et la recherche, ça pourrait conduire à ce que disait Gilles Vermaux-Desroches. Un point quand même sur lequel je voudrais rebondir parce qu'il nous reste une dizaine de minutes quand même sur cette prise de risque. On voit que ce déterminisme, même dans les mots sont des facteurs de blocage. Vous le disiez à l'instant, Virginie Hollard, vos compétences, c'est vrai que ça peut paraître un gros mot à certains, c'est étonnant. Et il y en a plein comme ça qui montrent, qui scandent un peu tout. Oui.
qui est tout à fait intéressant, c'est le mot entrepreneuriat. On a essayé d'intégrer, même dans des licences de lettres, dans des licences d'histoire, des enseignements dits d'entrepreneuriat. Le mot a été très difficile à faire accepter parce que justement, il était chargé d'un sens qui gênait. Et ça a été très net. Et pourtant, je crois, moi, dans ces enseignements, qui sont vraiment là pour faire le lien entre des disciplines a priori très éloignées du monde de l'entreprise, l'histoire, les lettres, les arts, l'histoire de l'art, et en fait, qui développent une culture, un rapport à l'écrit, une capacité d'analyse de documents et une capacité justement à réfléchir et à organiser un esprit critique qui peuvent justement faire cette réconciliation entre le diplôme et des compétences très attractives. Ça, c'est un point intéressant. Gilles Vermaux-Desroches. Oui, Gilles Vermaux-Desroches, cette notion de prise de risque, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que des DRH ou vous, des directeurs de développement durable, des présidents de PME, de TI, prennent des risques et emploient des gens qui ont des profils plutôt atypiques, parce que là aussi, on voit que quand même, c'est pas si bloqué que ça lorsqu'on voit l'étude de Kantar. Oui, alors d'abord, quand on voit de fait l'étude, le blocage, il est important de repérer, est pas total, c'est pas un arrêt de l'ascenseur social. On repère, je crois, dans des études récentes que 25% des enfants de personnes qui ont une profession manuelle deviennent cadres. 35% de ces mêmes enfants sont aussi en profession manuelle. On peut avoir des études un peu différentes. Ce qu'il faut, c'est accélérer le déblocage. Ce que je pense qu'il y a d'abord un grand sujet qui est de bien faire comprendre à chacun que le risque de ne pas intégrer les jeunes. Et ce risque est double. Oui. D'abord, c'est le risque de la fragilisation de la société. C'était pas mal, pardon, c'était pas vraiment la question. Là-dessus, vous êtes exprimé. Mais c'était plutôt des profils différents, des profils à la Aziz Seni, des profils de gens qui ne viennent pas du lycée Henri IV. Oui, exactement. D'abord, il faut aussi recruter cela, mais de fait, moi, j'ai le sentiment, par l'expérience de Sans Chance, Sans Emploi, quand on a créé une relation de confiance avec ces jeunes probablement plus loin du recruteur que ceux qui sont un peu plus évidents dans le recrutement. Le recrutement est plus robuste, la fidélité à l'entreprise est plus grande et la contribution est importante. Alors ça fait un peu rêver ce que je dis et c'est plus complexe parce que la grande complexité, c'est de créer cette relation de confiance. Pour créer cette relation de confiance, il faut que les entreprises elles-mêmes aient en tête qu'elle est nécessaire et qu'elles doivent s'y former. On est à un sujet sur lequel on avait peut-être cru que tout ça serait une évidence. Ça n'est pas une évidence. C'est un engagement. Un engagement, ça traduit dans des faits et dans des concepts le sujet. Il faut travailler sur les concepts, sur expliquer à chacun que le risque, c'est de ne pas les intégrer, y compris le risque de manque d'innovation pour créer de la valeur. Et puis après, il faut créer des dispositifs. Il y a beaucoup de dispositifs, etc. Moi, je connais mieux celui de Sans Chance que d'autres. Mais quand au MEDEF, on crée une commission jeunesse avec un S à la fin, c'est bien repéré qu'il y a des questions complémentaires, différentes, etc. Il y a la volonté du MEDEF de prendre cette question à bras-le-corps pour construire des dispositifs qui permettront mieux d'intégrer les jeunes. J'ai la conscience que l'apprentissage est un sujet qui répond à la question qui est là, y compris sur la question de la mise en relation et des compétences. Il faut à tout prix rester sur le trend sur lequel on est maintenant. Aziz Seni, comment vous réagissez, vous, par rapport à cette notion de prise de risque? Est-ce que vous dites, oui, mais enfin, elle n'est pas suffisamment prise, hein? Je vais vous dire, c'est mathématique. Moins on a à perdre, plus on peut inviter les gens à prendre des risques. Parce que celui qui prend le risque et qui n'a pas grand-chose à perdre, par définition, il est plus disposé à plus gagner. Quand on est issu, originaire d'un milieu rural ou d'un milieu urbain, d'une classe sociale ouvrière, d'une classe sociale de techniciens, entre guillemets... D'accord, mais comment on casse ça? C'est ça presque maintenant, on arrive au terme de cette table ronde. Comment il faut presque faire des propositions? Comment on casse? Comment on casse cette... Eh bien, c'est une culture. C'est une culture. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'échec n'est pas valorisé. Nelson Mandela disait « Je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je réussis ». Et le problème aujourd'hui, en France, c'est que l'échec... Voyez un chef d'entreprise, un entrepreneur qui prend des risques et qui se plante. Est-ce qu'il aura la capacité d'aller se représenter une deuxième fois, par exemple, chez des partenaires financiers ou pas ?
dans d'autres pays, c'est la culture anglo-saxonne, l'échec est considéré comme un apprentissage. Or, peut-être que, et nous avons tous, encore une fois, pour revenir au titre de cette table ronde, une responsabilité partagée, par exemple, sur cette culture de l'apprentissage. On ne s'étonne pas qu'un bébé tombe plusieurs fois avant d'apprendre à marcher. Par contre, que des gens ne réussissent pas du premier coup à obtenir leur premier job, à obtenir leur création d'entreprise, etc. Ça, on est marqué au sceau et au fer rouge comme étant quelqu'un qui échoue. Donc, non, il y a une culture de l'échec qui doit... On doit d'ailleurs arrêter d'utiliser le mot échec, mais plutôt lui préférer le mot apprentissage. Un mot, Yvan Rigordeau, là-dessus, et après je passerai la parole à Sarah Pochon pour savoir si le diplôme à la française, finalement, c'est peut-être un modèle dépassé. Yvan Rigordeau, CFDT. Oui, deux ou trois éléments sur cette discussion-là. Le premier, c'est que, y compris la CFDT, on peut montrer des exemples intéressants où il y a des délégués syndicaux d'entreprise qui ont été interrogés des RH en disant « Venez, on va organiser au niveau de la CFDT un forum de l'emploi dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. » Et on a organisé entre la population jeune de ce quartier-là et des DRH qui ne rencontraient jamais ces jeunes-là un job dating. Donc, on a ce genre d'action, mais je pense que ça ne change pas la réalité globale sur laquelle il y a des blocages. Il faut dépasser ces blocages-là. Moi, je pense qu'il y a deux problématiques. Il y a une responsabilité des acteurs. Je pense que il n'y a pas une saisie assez importante de l'ensemble des acteurs pour avancer là-dessus. Et je pense qu'il y a une autre problématique, c'est que dans l'entreprise, ça ne fait pas l'objet de discussion, de dialogue social sur ce que peuvent faire les salariés et les entrepreneurs de ce côté-là. Enfin, il faut regarder où on en est aujourd'hui sur le développement des entretiens professionnels, par exemple, dans les entreprises, pour dire que la question de la montée en compétence de l'ensemble des salariés, y compris les moins qualifiés, n'est pas encore un sujet assez stratégique et assez prioritaire. Donc c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai hors de l'entreprise. Je pense que en termes d'obligations vis-à-vis des acteurs, ça serait intéressant de mettre quelques marqueurs. Par exemple, on pourrait agir sur le fait de dire il y a une corrélation plus forte entre ce qui est des aides aux entreprises et des dispositifs d'emploi de qualité. Je pense que là, ça pousserait l'ensemble des acteurs à avancer dans cette démarche-là. Oui, à étudier. Sarah Pochon, est-ce que finalement tout ça, c'est qu'il faut remettre complètement à plat le... Alors, d'accord, il y a la suppression de l'ENA, mais ça c'est autre chose. Mais le diplôme à la française, oui, je pense qu'en effet, il est plus adapté. Alors, il y a beaucoup de questions et c'est vrai que là, dans le temps qui nous est imparti, ça va être compliqué de répondre. Peut-être que c'est peut-être pas la finalité, c'est peut-être pas le diplôme en soi auquel il faut réfléchir, mais peut-être le chemin d'y parvenir et c'est le chemin qu'on offre à tous, ces offres de formation diversifiées. Et pour revenir un petit peu à ce qui vient d'être dit, la question pour l'école, c'est comment est-ce qu'on va permettre à tous ces talents, à toute cette jeunesse au pluriel dont il a été question tout à l'heure, de s'exprimer, de ne pas être entravé dans ces talents, parce que la méritocratie, c'est pas uniquement, alors c'est l'effort bien sûr, mais il n'y a peut-être pas que ces critères-là. Il y a aussi la question de l'imagination, la créativité, la création. Donc il faut aussi penser cette question de la méritocratie dans toutes ces dimensions et en effet regarder ailleurs ce qui se fait. Donc ça a été dit dans la table ronde précédente avec des exemples sur l'Allemagne. Aziz vient aussi d'en parler, mais en effet sur les pays nordiques, en Finlande ou en tout cas ceux qui se classent peut-être en tête des classements PISA, ceux qui réussissent le mieux à gommer les différences en termes d'inégalité sociale et d'inégalité scolaire, c'est intéressant d'aller voir ces pédagogies alternatives. D'accord. Virginie Hollard, une minute, mot de la fin, peut-être oui, la moi conclusion. Je voulais juste, tout à l'heure rebondir sur ce qu'a dit Sarah Pochon sur l'échec des classes de niveau. Peut-être avec une petite nuance, je pense qu'effectivement, j'entends bien et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense juste que peut-être il faudrait, je disais, insérer davantage des enseignements liés au monde professionnel et au monde de l'entreprise dans les cursus académiques, toutes disciplines confondues. L'autre chose, à mon avis, sur laquelle il faudrait jouer, c'est peut-être, sans faire des classes de niveau, accepter de regarder en face l'hétérogénéité des étudiants qui arrivent en première année d'études supérieures et quand même, à mon avis, moduler beaucoup plus que ce qui est fait actuellement en fonction des profils d'élèves la première année d'études. Je crois qu'il y a un travail structurel et de fond à faire sur une première année universitaire, moins raccroché peut-être à la suite d'une licence, plus raccroché à la sortie du lycée penser vraiment une première année très modulée en fonction des arrivées de lycéens, en fonction de ce qu'ils ont appris, en fonction des filières, maintenant des spécialités qu'ils auront choisies. Parce que je crois qu'en même temps,
mais ça demanderait des heures de travail, probablement même plusieurs semaines, mais que mettre tout le monde dans les mêmes enseignements à l'université pose quand même un problème. Oui, absolument, vous avez raison, c'est le problème. Merci, voilà, pardon, on arrive au terme de cette table ronde. Merci à tous. Alors, c'est vrai qu'on a balayé des sujets très intéressants. On ne peut pas trouver toutes les réponses, que ce soit effectivement comment on peut changer, modifier peut-être le parcours universitaire, académique et le rendre peut-être plus accessible pour ceux qui ont envie de se tourner vers l'entreprise. On a vu des témoignages. Gilles Vermaux-Desroches, lorsqu'il dit que la jeunesse, c'était important, c'est essentiel, c'est peut-être là où effectivement se trouve la solution. Merci à tous d'avoir été avec nous pendant cette table ronde. On aurait pu là encore une fois continuer à en parler pendant 1 heure, mais l'heure tourne. Et maintenant, il y a une sphère dont on n'a pas du tout parlé, c'est l'État. Est-ce que l'État est un bon manager? On en parle dans un instant avec Luc Rouban, il est directeur de recherche au CNRS.